Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend d'où que vous pouvez être dans le monde. Aujourd'hui, il s'agit d'un débat qui parlera de la campagne électorale présidentielle sénégalaise. Dans quelques jours, les Sénégalais se rendront enfin, dans les urnes pour choisir le prochain président de la République du Sénégal. Avec nous sur ce plateau, Amadou Barry, il est le coordinateur de la stratégie politique du réseau international des amis et sympathisants d'Amadouba, membre de la convergence des cadres républicains de la paire. Bonsoir Amadou. Bonsoir. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Alors, la campagne, où en êtes-vous exactement? Alors, ça avance. À Paris. À Paris, effectivement, ça avance. Difficilement, c'est vrai, mais ça avance. Difficilement parce que c'est le contexte. On est au mois de Ramadan. Difficilement aussi parce que lié à la durée qui est très courte. Oui. On était habitué à 3 semaines de campagne. Là, on a eu à faire 1 semaine. Il nous reste 1 semaine. C'est difficile, mais ça avance. Est-ce que vous vous y attendez, votre parti? Est-ce que vous vous attendez à une campagne brusque qui vous tombe sur la tête comme ça? Alors, c'est une hypothèse qu'on avait envisagée. C'est une hypothèse qu'on avait envisagée dans la mesure où, lorsqu'il y a eu le premier report de l'élection, il y avait eu d'autres possibilités qui étaient émises, qu'on puisse tenir la campagne, l'élection présidentielle, j'allais dire, au mois de juin. Oui. Mais on s'était dit aussi qu'il y a possibilité qu'on n'en arrive pas au mois de juin, que l'élection soit tenue avant le 2 avril. Donc, on s'attendait quand même, c'est une hypothèse qu'on avait en tête. Oui. Alors, à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous proposez à la diaspora sénégalaise? Alors, principalement, 3 points. Je vais évoquer 3 points, plusieurs points donc, qui tournent autour de 3 choses. Il y a déjà, au niveau administratif, j'allais dire, nous prévoyons dans notre programme qui s'appelle « En paix vers la prospérité partagée » de faciliter certaines démarches administratives aux Sénégalais de la diaspora. On compte dématérialiser, par exemple, la démarche qui consiste à chercher à se faire produire des actes d'état civil. Dématérialiser, cela empêchera, par exemple, aux gens de se déplacer. Des actes d'état civil? Oui. À partir du Sénégal? C'est-à-dire qu'on va mettre en place une plateforme qui s'appellera e-Consulat. Oui. À travers cette plateforme, les Sénégalais pourront faire des demandes d'état civil sans pour autant se déplacer. Donc, quels Sénégalais? C'est ceux qui sont nés au Sénégal? Je parle des Sénégalais de la diaspora. Oui, mais il y a beaucoup de Sénégalais de la diaspora qui viennent du Sénégal, qui sont nés là-bas, tout comme moi. Tout à fait. Moi qui suis né à Dakar, est-ce que si j'aurais besoin d'un extrait d'acte d'état civil, je peux passer par le consulat du Sénégal à Paris ou comment est-ce que ça va se passer? C'est l'objectif. C'est l'objectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes à Paris et que vous avez besoin d'un acte d'état civil, au lieu que ça soit un déplacement, par exemple, parfois on envoie les gens au Sénégal pour nous aider à faire cette démarche-là, Oui. ou même ici pour les cartes d'identité ou les passeports. L'idée, c'est de faciliter cela. Nous savons, par exemple, qu'en France, si je prends l'exemple de Paris, il y a des gens qui viennent, qui prennent des journées de travail, parfois au minimum en tout cas une matinée, pour venir faire des demandes de documents d'état civil. Oui. Donc ça permettra quand même au moins de faciliter cela. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, Mais avant de passer au deuxième point, sur ce Je vous en point, prie. si nous savons que l'état civil sénégalais est quand même d'une obsolète, quand même nos états civils sont vraiment à l'antiquité. Parce que les documents traînent dans les bureaux, tantôt ils sont même perdus de gauche à droite. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ont même du mal à se retrouver, même au Sénégal, quand ils se rendent dans un état civil pour retrouver les traces de leur acte d'état civil, c'est un problème. Est-ce qu'il n'y a pas des b.a.-ba par lesquels il faut commencer d'abord avant de passer à cette étape? le b.a.-ba, on a déjà lancé des choses dans ce sens-là. Aujourd'hui, on parle de digitalisation. Quand vous entrez, quand vous visitez l'administration sénégalaise, il y a beaucoup d'avancées dans ce Oui, sens-là. mais ça, vous en parlez depuis belle lurette. Mais c'est une Depuis réalité. 12 ans, vous êtes là. L'ADIE en parlait depuis, mais rien ne bouge. Côté administration sénégalaise, il y a beaucoup de choses qui restent à faire sur le plan digital. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais il y a des choses qui ont quand même été faites. Donc, l'objectif, c'est une cible. Oui. L'objectif, c'est d'arriver quand même à dématérialiser tout cela. C'est ça notre souhait. Donc, nous proposons aujourd'hui aux Sénégalais de le faire. L'idée, c'est que c'est possible déjà. C'est pas quelque chose d'impossible. On dirait que ça techniquement. bloque quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part des agents
soit de l'État ou de l'administration, que ce soit centralisé ou décentralisé, qui ne veulent pas que les choses s'améliorent, qui ne souhaitent pas que la digitalisation se mette en place parce que il y a des dessous de table qui risquent Je n'irai pas jusque-là. Je sais tout simplement qu'il y a souvent des gens qui s'opposent au changement. Pourquoi? C'est pas sénégalais seulement, c'est humain, je vais dire. Parfois, on retrouve même dans nos organisations professionnelles, lorsqu'on met en place de nouvelles manières de travailler, il y a des gens qui s'y opposent. Mais il y a toujours des raisons aussi. Oui, mais toujours est-il que c'est un cap qu'on s'est fixé parce que c'est dans l'intérêt des Sénégalais d'avoir cette dématérialisation. Donc, on le fera. Qu'il y ait des gens qui s'opposent par-ci, par-là, on peut l'entendre. Oui. Mais toujours est-il que c'est un objectif qu'on compte atteindre et on fera tout pour l'atteindre. D'autant plus que vous êtes censé savoir que le gouvernement était en bras de fer pendant plusieurs mois avec les travailleurs des collectivités locales. Pensez-vous que ceci va faciliter votre objectif de dématérialiser les actes d'état civil? Rien ne sera facile. Quand on veut changer des choses, on va faire face à des oppositions, je l'ai dit tantôt. Mais je suis convaincu qu'on va y arriver parce que la modernité l'exige, parce que ces agents-là aussi sont en mesure de comprendre qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et il y va de l'intérêt d'ailleurs des Sénégalais. Les agents eux-mêmes sont des Sénégalais avec des familles sénégalaises. Oui. Ils comprendront bien que faciliter la tâche aux Sénégalais est une avancée considérable. Donc je suis plutôt optimiste. Oui, mais il est Ce important point-là. aussi de prendre en compte les revendications légitimes de ces pauvres pères de famille et mères de famille sénégalais qui travaillent dans ces mairies ou dans ces collectivités locales. Je ne pense pas que les agents des collectivités territoriales soient aujourd'hui mécontents vis-à-vis de Macky Sall. Ils sont en grève depuis plusieurs, Oui, mais plusieurs mois. vous êtes quand même au courant qu'il y a quelques mois, ils ont eu des revalorisations qui étaient intéressantes. Mais pas toutes. Pas toutes, je suis d'accord. Oui. Mais il y a quand même eu des gestes dans ce sens-là. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire qu'ils vont s'opposer coûte que coûte à cette avancée considérable qui est liée quand même à à une avancée technologique qui est là. Il ne faut pas qu'ils s'opposent à une solution qui va faciliter la vie aux Sénégalais. Oui, mais il faut que. Est-ce que vous aussi, vous ne devrez pas adopter une démarche quand même inclusive? Parce que les collectivités locales, quand même, c'est l'administration décentralisée. Ils ont des compétences transférées, entre autres. Certains maires pointent l'État du doigt de leur mettre en mal avec leurs agents, surtout dans le cadre de revalorisation de ces salaires, entre autres. Est-ce qu'il n'est pas temps quand même que l'État prenne conscience que le développement doit commencer à la base? Mais je pense que ça, l'État en est conscient déjà. Mais on ne le voit pas. L'État en est conscient. La décentralisation, quand même, est une réalité au Sénégal, même s'il y a encore des paliers à franchir. C'est une réalité aujourd'hui. On a eu l'acte 3 de la décentralisation qui a été quand même salué par la plupart des maires et des présidents de conseils départementaux. Seulement, il y a des actes quand même à affiner. Il y a des éléments à affiner pour avancer dans le bon sens et faciliter cette décentralisation. Mais c'est un souhait de tout le monde au Sénégal. L'acte 3, c'est depuis 10 ans. Même. Oui. Mais qui n'a pas encore produit ses effets. Non, je ne dirais pas ça, parce qu'il y a des pans quand même de l'acte 3 que les maires ont salués. Il y a plusieurs pouvoirs qui ont été quand même décentralisés. Il reste beaucoup à faire, je le consens. Il reste beaucoup à faire. Et l'idée d'ailleurs, c'est qu'on puisse faire mieux encore. Dans le programme En paix vers la prospérité partagée, on parle beaucoup de la territorialisation, de la décentralisation. On met un accent particulier là-dessus parce qu'on sait que le développement passera par là. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir commencer à la base, effectivement. Sur le plan de l'emploi, par exemple, on en parle dans le programme. Donc oui, on est d'accord qu'il y a encore des choses à améliorer. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on dit aux Sénégalais, votez pour Amadou Ba, parce qu'il connaît ce qui a été fait, il sait ce qui a été fait, il sait ce qui manque. L'idée, c'est qu'on comble ce qui manque et qu'on avance encore plus vite. Il a dit, le Sénégal, on parlait du plan Sénégal émergent pour une émergence en 2035. Il propose une émergence en 2030 déjà. Parce que tout simplement, on a une croissance projetée à 8% qui nous permettra, entre autres, d'y arriver en actionnant certains leviers. Oui. Alors, nous allons rester dans la diaspora, même si la diaspora est liée au Sénégal directement. Il y a de cela quelques jours, un jeune Sénégalais a été assassiné ici en France. Il y en a eu d'autres assassinats, des tueries des Sénégalais qui sont souvent tués un peu partout dans le monde, mais on n'entend pas l'État sénégalais bouger le doigt sur ces genres d'assassinats qui concernent quand même nos compatriotes.
Quelle est votre position et qu'est-ce que vous comptez faire pour protéger les Alors, Sénégalais de l'étranger? ma position, la première d'abord, c'est de dire non. On ne peut pas dire que l'État sénégalais ne fait rien. Partout où il y a un Sénégalais dans le monde, l'État sénégalais quand même se préoccupe de savoir comment dirais-je, vivent ces Sénégalais dans ces pays-là. Oui. Il y a Nous un vivons problème. parmi ces Sénégalais. Oui, Hein. mais il y a eu un Nous sommes problème. observateurs de la scène. Nous avons Si vécu. vous me laissez terminer sur le Oui, cas que vous oui, avez allez-y. évoqué. Oui. Donc, ce compatriote qui est décédé dans le nord de la France, Oui. on n'a pas encore fini de savoir les raisons, les conditions de cette tuerie, si je puis m'exprimer ainsi. Mhm. D'aucuns parlent d'un problème psychologique que vivrait ce compatriote. Ce que ses parents Démentent. demandent. Oui. Effectivement. Donc, laissons l'enquête se poursuivre. Oui. Et une fois qu'on saura exactement ce qui s'est passé, on pourra se prononcer là-dessus. Mais je suis sûr aujourd'hui, et j'en parle parce que j'ai discuté un peu de ça avec certains qui travaillent à l'ambassade du Sénégal et au consulat, notamment, pour vous dire que c'est une situation, c'est un problème qu'on suit de très près. D'accord. Il y en a eu d'autres hein, avant Oui. cette tuerie. On se souvient de l'incendie de la rue Mira. C'était en 2014, début 2015. Jusqu'à présent, on ne sait pas où se situe l'enquête. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu? On se souvient encore de la mort du jeune Sénégalais qui vivait à Marseille lors de l'effondrement de cet immeuble, encore une fois, de la cité phocéenne. Est-ce que tous ces décès, tous ces morts ont eu quand même... est-ce qu'on a assisté à une enquête qui a abouti? Alors, je ne peux pas aujourd'hui m'exprimer là pour vous dire exactement quelle a été la suite de l'enquête. Vous parlez d'un effondrement d'immeuble. Tantôt, vous avez parlé d'un Sénégalais qui a été tué par la police. Deux choses différentes. Et 4 Sénégalais ouais, qui sont morts dans un incendie il y a de cela plus de 9 ans. Oui, je veux dire tout simplement que c'est des drames regrettables. Ça, c'est sûr. Après, un effondrement d'immeuble, on en connaît même au Sénégal, chez nous. Donc, ce n'est pas une particularité. Oui, mais les responsabilités peuvent être situées. On est d'accord. Oui, les marchands de sommeil, voilà, c'est pas parce qu'il y a des problèmes de logement que voilà, les bailleurs aussi vont loger les gens dans n'importe où aussi. Effectivement, je suis parfaitement d'accord avec vous. Toujours est-il que on doit élucider tout cela et savoir quelles ont été les conditions dans lesquelles ces Sénégalais sont morts. Oui. Ça, c'est normal. Après, l'État sénégalais, comme je l'ai dit tantôt, n'est pas, ne ferme pas les yeux sur ce genre de drame. Il est normal qu'on va en tout cas assister à l'enquête pour savoir ce qui est arrivé exactement à ces Sénégalais. Ça, c'est la moindre des choses. Oui. Alors, nous allons parler à présent de Air Sénégal International, qui a déçu beaucoup de Sénégalais, surtout ces derniers jours. On s'attendait à une compagnie aérienne qui allait quand même soulager les Sénégalais par rapport au prix des billets d'avion, pour que les Sénégalais puissent voyager comme il se doit et faire leurs allers-retours entre le Sénégal et l'Europe, les États-Unis ou ailleurs dans le monde. Mais on se rend compte que tel n'est pas le cas. Qu'est-ce qui ne marche pas chez Air Sénégal? Alors, ça dépend de comment on voit les choses. Parce que quand on dit que Air Sénégal a déçu, moi je dirais non. Air Sénégal ne m'a pas déçu. Ça n'a pas été un échec? Non, ce n'est pas un échec. Vous savez... Des Sénégalais ont passé 3 jours à l'aéroport, il y a de cela 2 semaines. Oui. Il y a eu des soucis. Il y a des soucis encore chez Air Sénégal. Mais il faut pas... Quels sont ces soucis exactement? Non, mais vous avez parlé de retard, par exemple. Ça, c'est un problème qu'on a noté chez Air Sénégal. Mais moi, je retiens aussi que Air Sénégal, aujourd'hui, a pu... Des retards, cherté des billets? Oui, d'accord. Laissez-moi juste terminer là-dessus. Oui, allez-y. Oui. Air Sénégal, quand même, c'est une compagnie qui, en un laps de temps, a pu quand même acquérir un certain nombre d'avions pour desservir pas mal de destinations. Moi qui vous parle, je suis satisfait. J'ai été très surpris, agréablement surpris par Air Sénégal lors de mon dernier voyage au Sénégal. J'ai pris Air Sénégal ici à Paris à 10h45. Avant 17h, pratiquement, j'étais chez moi à Ziguinchor. C'est un exploit. Grâce à quoi? Grâce à Air Sénégal, parce que j'ai pu prendre un billet à Paris, avoir une interconnexion directement Dakar-Ziguinchor. Mais à 17h, j'étais chez moi à Ziguinchor. C'est une prouesse. Donc, quand j'entends les gens dire que Air Sénégal est un échec, je dis non. Air Sénégal aujourd'hui permet de desservir la sous-région,
rapidement. Aujourd'hui, l'aéroport de Dakar est un des aéroports les plus fréquentés parce que tout simplement, des Guinéens passent par Dakar, des Maliens, des Burkinabés. Donc Air Sénégal, il faut le voir aussi sous cet angle. C'est une réussite en un laps de temps. Il fut un moment où on n'avait pas de compagnie aérienne nationale. Mais à quel prix? À quel prix aussi? À quel prix? Plus cher qu'Air France quand même. Oui, d'accord. Et qui dessert des endroits que Air France ne dessert pas forcément en Afrique. Oui, non, c'est pas... en fait, quand on parle du prix, c'est par rapport à la qualité et alors, en termes de qualité, je vais m'arrêter là un instant. En termes de qualité, j'ai quand même... Une compagnie africaine plus chère. En termes de qualité, France, quand même, oui. mes vols Dakar, Air Sénégal, Paris-Dakar, Ouais. je l'ai trouvé meilleur que le vol que j'ai eu Air France, Dakar, Air France, Paris-Dakar. Donc, en termes de qualité, que ce soit sur les aspects de l'alimentation, que ce soit sur le confort, je n'ai pas vu quelque chose que Air Sénégal pouvait, comment dirais-je, il n'y a rien que Air Sénégal pouvait envier à Air France. Qualité, rapport, prix. Moi, comment dirais-je, l'expérience que j'ai vécue, en tout cas dans ces deux compagnies. Le prix, c'est vrai, un peu plus cher. Mais l'idée, effectivement, c'est qu'à un moment, une fois que Air Sénégal atteindra une certaine, comment dirais-je, vitesse de croisière, j'ose espérer que ce prix-là pourra être revu à la baisse. D'accord. Alors, vous parlez tout à l'heure de la Casamance. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye qui sont libérés. Vous êtes de la Casamance, Oui. de la même région naturelle que... La même ville que Aujourd'hui, Ousmane Sonko a été chaleureusement accueilli chez lui, à Ziguinchor. Cette libération, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous fait froid au dos, vous, militants et sympathisants de l'APR, de la coalition Benno Bokk Yakaar? Parce qu'on ne vous voit pas bouger aussi comme d'habitude quand il s'agit d'élections à Paris. Alors, est-ce que ça me fait froid au dos? Écoutez, il y a eu une discussion, il y a eu une amnistie. Ousmane Sonko a bénéficié de cette amnistie. Bassirou Diomaye Faye et tant d'autres Sénégalais. Je prends acte. Il dit qu'il n'y aura pas de vengeance, mais il y aura justice. Est-ce que vous craignez pour l'avenir de ce régime? Rien. La justice, c'est dans l'ordre normal des choses. Dans un État, il faut qu'il y ait justice. Je suis d'accord avec lui sur cet aspect. Vous ne craignez pas des représailles dans l'avenir? Quelle représailles? S'il faut à chaque fois que quand un chef d'État part et que le remplaçant soit là à passer son temps avec des représailles, je trouve que c'est dommage. Est-ce que ça a été une erreur selon vous, l'emprisonnement d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye? Alors, une erreur, je ne peux pas dire cela. Il a été jugé, d'accord? Mais on les appelle... Pour des faits. Je rappelle d'abord que Ousmane Sonko a été accusé par une Sénégalaise comme lui. Ce n'est pas l'État sénégalais qui a accusé Ousmane Sonko. Mais amnistié par l'État sénégalais. Oui, l'amnistie, c'est l'État. Ce n'est pas un citoyen qui peut amnistier. C'est l'État qui peut amnistier un citoyen sénégalais. Donc, Ousmane Sonko a été poursuivi. Nous avons vu des amnisties un peu partout dans le monde, mais quand même des amnisties qui concernent des faits majeurs, plus importants et plus conséquents. Par exemple, des génocides ou des catastrophes beaucoup plus importantes que ça. Mais après avoir vécu des procès quand même. Alors, des amnisties au Sénégal, on en a connu également, qui n'ont pas été faites suite à des génocides ou autres. Oui, absolument. D'accord? Mais donc, ce n'est pas une première. Très rarement. Oui, mais ce n'est pas une première au Sénégal, une amnistie. On en a connu, je pense, 4 ou 5, si ma mémoire est bonne. Si l'histoire que j'ai lue est bonne. Donc, la plus répandue. On n'a pas eu besoin. On n'a pas eu besoin quand même qu'il y ait génocide ou autre. Moi, ce que je peux dire sur ce sujet, il y a eu des faits, des accusés qui ont été jugés, emprisonnés. Après, il y a eu une amnistie qui a été votée au niveau de l'Assemblée nationale. Je dis, on prend acte et on avance. On ne va pas revenir là-dessus. D'accord. Alors, aujourd'hui, en France, l'élection présidentielle s'approche à grands pas. On vous voit rarement bouger sur le terrain, en tout cas. Comme d'habitude, la coalition Diomaye président est beaucoup plus président, pas plus tard qu'aujourd'hui. Ils étaient très nombreux à la place de la République à Paris. Qu'est-ce qui se passe au sein de la coalition? Est-ce que vous n'êtes pas encore prêts? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas au sein de votre coalition? Alors, on bouge. On bouge. Peut-être que c'est notre manière de bouger qui est différente de celle de la coalition, du camp d'en face. Vous avez changé de fusil d'épaule? Non, on n'a pas changé. On a juste privilégié, vu le contexte, vu la durée, comme je l'ai évoqué tantôt, on a privilégié des visites de proximité. Au lieu d'aller dans une place publique à Paris,
faire des manifestations ou en tout cas taper sur des tambours et autres. On a préféré, nous, Mais c'est ce que aller... vous aviez l'habitude de faire. Non, mais peut-être qu'on s'est dit en tout cas que le contexte actuel, Oui. on est au mois de Ramadan et la durée, je me répète, ne favorisait pas ce type de campagne. Oui. On a privilégié les visites de proximité, oui. dans les foyers, dans les familles. Donc, si vous allez au niveau des Yvelines, au niveau de la région, de la petite couronne, j'allais dire, de la région parisienne, au niveau du département parisien lui-même, le 75, vous rencontrerez certainement nos camarades dans les foyers, dans les maisons des Sénégalais, à leur rencontre pour les sensibiliser, pour les appeler à voter Amadou Ba. Le 24 Vous avez perdu prochain. les élections législatives dernières. Aujourd'hui, est-ce que vous ne craignez pas ce même syndrome? Et selon vous, qu'est-ce qui vous a fait perdre ces élections? Quels sont les enseignements que vous en aviez tirés? En toute franchise, on est beaucoup plus rassuré aujourd'hui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les élections législatives, on sait ce qui nous a fait perdre. En tout cas, on connaît quelques-unes des causes principales. Quelles sont ces causes? Mais il y a eu quand même un boycott de la part de nos propres camarades qui étaient, entre guillemets, frustrés et qui ont voté, soit se sont abstenus ou ont voté contre notre candidat. Bon, pour plusieurs raisons, parce que dans une famille, il y a toujours, il peut y avoir de la frustration. Je ne vais pas revenir dessus, je vais juste terminer d'abord sur les aspects liés à notre défaite, aux législatives dernières. Donc, il y avait cet aspect-là, des gens qui se sont abstenus et d'autres qui ont voté contre. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ces gens qui s'étaient abstenus reviennent en force. Des gens qui disaient on allait voter contre sont aujourd'hui revenus pour nous dire écoutez, il y a eu des bisbilles, il y a eu des problèmes, mais on est là. Notre objectif, c'est de d'élire Amadou Ba le 24 prochain. Donc, on est confiant. On voit de nouvelles têtes aussi parmi nous qui viennent et qui n'ont pas forcément été des militants de l'APR, qui viennent nous porter secours, nous dire qu'on va voter le 24 parce qu'on croit en votre candidat. Donc ça, cet aspect-là fait qu'on est beaucoup plus confiant aujourd'hui qu'il y a quelques années, j'allais dire. Vous n'avez pas connu le même syndrome que Dakar, le Sénégal, des frustrés au sein de l'APR qui ne voulaient pas du tout d'Amadou Ba et beaucoup d'autres candidats qui sont issus de l'APR comme Boun Dionne, comme l'ancien ministre de l'Agriculture Aly Ngouille Ndiaye et tant d'autres. Vous savez, dans un héritage, lorsqu'il y a héritage, il y a souvent des problèmes. Même dans les familles, quand le papa décède ou en tout cas quand il y a un héritage en jeu, parfois il peut y avoir des problèmes. C'est ce qu'on a vécu. Donc il s'agit de l'héritage de Macky Sall. Non, je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer là-dessus. Qui fait que le président Macky Sall n'étant plus candidat. Donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui hérite de cette coalition-là pour porter cette coalition-là à l'élection présidentielle. Il fallait un candidat. Des gens se sont positionnés pour être candidats. On a décidé que la désignation allait se faire via un process sur lequel tous les prétendants étaient d'accord. Amadou Ba a été choisi. Par contre, certains prétendants n'ont pas accepté ce choix. C'est des choses qui arrivent. Je veux juste rappeler le cas du Parti socialiste en France. On l'a tous vécu ici. Ils ont procédé à des primaires. Benoît Hamon a gagné. Beaucoup parmi eux qui étaient candidats ont dit non, on ne va pas se ranger derrière Benoît Hamon. On a connu ça chez nous. Donc, on a vu Boun Abdallah Dionne qui est candidat, Aly Ngouille Ndiaye qui est candidat, Mambo Diao, etc. Mais, on a vu aussi Abdoulaye Daouda Diallo qui a dit non, je ne vais pas être candidat, je vais rester avec Amadou Ba. Et la preuve, hier mais ça, c'est dernièrement. Il était à la campagne, en tout cas, hier ou avant-hier. Avant, ce n'était pas sa position. Ce n'était pas sa position. Tant mieux si elle a évolué dans le sens positif. Ok. Est-ce que le président de la République n'a pas tardé quand même à siffler la fin de la récréation? Parce qu'on a l'impression que c'est au cours de la campagne qu'il a rappelé votre candidat Amadou Ba qui était à Tivaouane pour revenir sur Dakar, se rencontrer et remettre les pendules à l'heure. Tarder, c'est selon. Moi, je me rappelle en tout cas que Macky Sall, en visite à New York, avait tenu un discours qui était bien partagé sur les réseaux sociaux, dans lequel il rappelait que c'est Amadou Ba, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, que ceux qui ne sont pas d'accord prennent qu'ils prennent leurs responsabilités, j'allais dire. Donc, Macky Sall
a toujours martelé que c'est Amadou Ba, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Très bien. Après, vous savez, Oui. quand on est en fin de règne, parfois les gens nous titillent, parfois les gens contestent notre autorité. C'est des choses qui arrivent. Vous pensez que vous êtes réellement en fin de règne? Non, je dis Macky Sall. Il était en fin de règne, lui. Il est en fin de règne. Macky Sall, mais c'est pas vous. été. Oui. Non, mais la coalition Benno Bokk Yakaar Oui. n'est pas en fin de règne. Je veux dire que le deuxième mandat de Macky Sall arrive à terme. D'accord. Donc, c'est normal qu'on voit parfois des gens qui contestent un peu son autorité. Son autorité. Alors, nous allons revenir sur vos adversaires qui ont fait des déclarations à la presse, notamment Bassirou Diomaye Faye, qui est plus en vue. Il a parlé du franc CFA, de l'abandon de cette monnaie qualifiée de monnaie colonialiste. Est-ce que vous êtes d'avis sur cette proposition dans le programme de la coalition Diomaye Président? Moi, j'ai envie de dire rien de nouveau sous les tropiques. L'abandon du franc CFA, c'est en cours. Aujourd'hui, la CEDEAO, au-delà même de l'UEMOA, j'allais dire, la CEDEAO travaille à mettre en place une monnaie commune. C'est quelque chose sur laquelle on va arriver un jour. Moi, je suis optimiste là-dessus. La CEDEAO, vous avez dit? Le Nigeria est compris là-dedans. Oui. Oui. La CEDEAO? Oui. Sans le Mali, sans le Niger, oui. sans le Burkina? Oui. Non, quand je dis oui, oui, vous parlez du contexte actuel. Oui. Mais lorsque cette décision a été prise... La CEDEAO qui est dans une certaine mort cérébrale, si on peut le dire. D'accord, mais je reste convaincu que la CEDEAO est plus puissante que le Sénégal seul. J'en suis convaincu. Oui. D'accord. Aujourd'hui, que le Sénégal se mette à l'isolement ou en tout cas à l'écart pour dire « je vais créer ma propre monnaie », on a des voisins qui ont leur propre monnaie. Ils ne se portent pas mieux que nous. La Guinée a sa propre monnaie. Oui. La Gambie a sa propre monnaie. Ces deux pays se portent mieux que le Sénégal. Ce n'est pas suffisant. D'accord? Arrêtons ce populisme qui consiste à dire qu'on peut faire seul et exister et être fort. Ce n'est pas vrai. On est dans un monde où c'est les grands ensembles. Il n'y a que les grands ensembles qui fonctionnent. La France est plus puissante que nous. L'Allemagne est plus puissante que nous. Et pourtant, l'Allemagne et la France sont dans l'Union européenne. Ils ont une monnaie commune. Parce que tout simplement, ils ont compris que c'est comme ça qu'ils pourront faire face aux États-Unis. C'est comme ça qu'ils pourront compter face à la Chine. Si le Sénégal, ou en tout cas Bassirou Diomaye Faye, pense qu'en créant une monnaie sénégalaise, à lui tout seul, il se portera mieux encore, je n'y crois pas moi. Je pense qu'on pourra être fort dans un ensemble. Ils se disent panafricanistes et en même temps, ils nous disent non, on va créer notre propre monnaie, on va rester dans notre coin. Il est où le panafricanisme? Je m'interroge. Alors, panafricanisme, d'accord, mais une monnaie qu'il qualifie de monnaie colonialiste, c'est le cas du... Je dis que le franc CFA, ça va être bientôt un mauvais souvenir. D'accord, mais dans un tel contexte où le Burkina, le Mali, le Niger ont créé l'Alliance des États du Sahel, pensez-vous que ce sera vraiment facile pour remettre de l'ordre dans tout cet imbroglio? Facile, non, mais pas impossible. Parce qu'on a été ensemble un moment. Oui. Donc, s'il y a des problèmes aujourd'hui, on peut les gérer et se remettre ensemble après. Moi, je suis optimiste là-dessus. C'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas la première fois qu'il y ait des pays qui disent « je sors » et après qui reviennent. La Mauritanie est sortie un moment, si je ne m'abuse, de la CEDEAO, si je ne me trompe pas. Oui, mais c'est des choses qui arrivent. La Mauritanie n'est plus revenue. Oui, mais le Maroc tape à la porte de la CEDEAO. Oui, c'est vrai. Encore pour dire que c'est une fille sexy, si vous me permettez l'expression. Oui. Alors, nous allons à présent parler des rapports, une bonne transition de nos rapports au niveau international avec la communauté internationale. Le président de la République qui a été très frustré dernièrement par les critiques qui lui venaient d'ailleurs. Comment est-ce que vous avez vécu cette frustration qu'a vécu le chef de l'État par rapport au recul démocratique que le monde entier avait observé? Non, moi-même, j'ai été frustré par ces critiques. Je ne parle même pas de la frustration du chef de l'État parce qu'elles étaient injustifiées, à mon humble avis. Et ces pays qui tentaient de nous donner des leçons, franchement, ils devraient se regarder vraiment dans un miroir avant de parler. Parce que même les États-Unis d'Amérique, ce grand pays, on a connu dernièrement des soubresauts chez eux. Et ça a été vraiment maté de façon forte sur le plan juridique, je veux dire. Donc qu'au Sénégal, qu'il y ait des problèmes par-ci, par-là, qu'on a souvent pu gérer, qu'on a pu enjamber quand même dans l'histoire. C'est dans l'histoire normale d'un pays que de connaître des problèmes, c'est normal. Après, le plus important, c'est de pouvoir les résoudre, de pouvoir les enjamber et avancer. Oui. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. On a eu des soucis pour la tenue de l'élection le 25 février. On va tenir une élection le 24 mars. Un mois pile poil.
Donc, en un mois, on a pu quand même trouver la formule pour avancer. Tant mieux. Le calendrier électoral n'a quand même pas été respecté. Oui, c'est vrai. Ça fait partie des problèmes. C'est un recul démocratique. Non, Vous êtes je d'accord? n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un recul démocratique parce qu'on est une démocratie. Les Sénégalais avaient l'habitude de voter le dernier dimanche de chaque mois de février dans les 5 ans qui suivent l'élection d'un chef de l'État. Oui. Cette année, tel n'a pas été le cas à cause de certains soubresauts politiques, de certaines décisions et de certains calculs politiques, selon certains observateurs. C'est l'avis de ces observateurs. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu des problèmes, effectivement, on ne peut pas les nier. Ouais. Le plus important, c'est qu'on est arrivé à les résoudre. Je rappelle quand même qu'à l'origine de ces problèmes, il y a une contestation d'un parti politique. Donc, c'est de la démocratie. Et ce qui a abouti au report des élections, on pouvait être pour ou contre. En tout cas, c'est arrivé. Oui. Et ce qu'on peut retenir, franchement, qui est intéressant, c'est que finalement, le Conseil constitutionnel a décidé et tout le monde s'est plié à cette décision-là. L'élection aura lieu le 24 prochain. Le 24 mars. Alors, au niveau international, la France a quitté le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Il s'est replié à Niamey, au Tchad. Aujourd'hui, à N'Djamena, autant pour moi, au Tchad. Aujourd'hui, vos adversaires ne veulent plus avoir affaire avec la France une fois élus le 24 mars prochain. Est-ce que vous êtes de ce même avis? Alors déjà, je ne pense pas que nos adversaires ne veulent plus avoir affaire avec la France. Parce que parmi nos adversaires, il y a quand même Ousmane Sonko, via Bassirou Diomaye Faye, aujourd'hui candidat. On se rappelle bien que Ousmane Sonko nous disait, si la presse française entre par cette porte et que je suis dans cette salle-là, moi je sors par la fenêtre. Et quelques mois après, on a vu Ousmane Sonko au niveau des télés françaises et radios françaises. Donc, elle est où la vérité, j'allais dire? Quand ils nous disent on n'aura plus affaire à la France, c'est ce qui est vrai ou c'est ce qui est faux? Je n'en sais rien. Toujours est-il que la France est un partenaire du Sénégal. La France continuera à être un partenaire du Sénégal. Nous, on ne va pas vous dire que du jour au lendemain, on ne fera plus des affaires avec la France, qu'on va rapatrier tous les étudiants sénégalais qui sont en France, qu'on va rapatrier tous nos immigrés basés en France. Non, la France est un pays partenaire. Le plus important, c'est de garder ce partenariat gagnant-gagnant. C'est le plus important. Maintenant, dire que ouais, je ne vais pas bosser avec la France, moi, j'y crois pas parce que tout simplement, ce n'est pas le cas aujourd'hui et ils ne le feront pas parce qu'ils, dans leur dire précédent, ils ont dit des choses sur la France et ils ont fait le contraire. Oui. Alors, où en est les milliers de logements que vous aviez promis aux Sénégalais? Le loyer coûte toujours cher. Alors, les Sénégalais ont du mal à payer le loyer à la fin du mois. Les denrées de première nécessité, on n'en parle pas. La cherté de la vie est une réalité mondiale. Oui, mais là, on parle du Sénégal. Hein. D'accord. Voilà, nous, c'est le Sénégal qui nous concerne. Oui. Vous avez été élus pour régler le problème des Sénégalais. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés ailleurs que nous aussi, on doit souffrir. Non, vous êtes là pour soulager cette souffrance. Je veux juste rappeler aux Sénégalais qu'on ne vit pas sur la planète Mars. On vit dans un monde qui est sur la planète Terre, d'accord? Il y a un contexte économique difficile partout dans le monde. Vous-même qui vivez en France avec moi, on a vu comment les prix ont flambé sur certains denrées qu'on utilise de première nécessité ici en France. Je ne vais pas les citer. Donc, c'est une réalité mondiale. Le plus important, effectivement, c'est que nous qui sommes au pouvoir, nous devons tenter en tout cas de trouver des solutions à cela. Vous parlez du logement, on est dans la diaspora, mais le programme des 120 000 logements pour la diaspora est une réalité. On n'a pas encore atteint les 20 000. Je ne dis pas qu'on a atteint les 20 000, mais il y a eu beaucoup de Sénégalais qui ont reçu leurs clés pour les logements qui leur ont été promis. Moi, je n'ai vu que vos militants en bénéficient. Non, arrêtez de dire... Je ne sais même pas comment faire pour introduire une demande. Je vais donner un nombre. J'ai vu les images, je n'ai vu que vos militants, sincèrement. Presque 1000 Sénégalais ont reçu leur logement à Bambilor, à Thiès, à Tamba et à Saint-Louis. D'accord? Donc, à peu près 900 en France. Moi, je n'en ai pas bénéficié. Oui, mais est-ce que tu as fait la demande? Peut-être que Mamadou... Est-ce que vous avez fait la demande? Est-ce que vous avez fait la demande? On ne sait même pas comment faire la demande. Après, je rappelle juste que les premiers lots ont été quand même adjugés
plutôt à nos sœurs et notre maman. Donc, c'était plutôt... C'est-à-dire? Non, c'était plutôt les coopératives de femmes au départ. Il y a eu des coopératives de femmes qui ont été mises en place. Oui. Les femmes sénégalaises vivant dans la diaspora ont fait des démarches pour en bénéficier et j'en connais beaucoup qui en ont bénéficié. C'est une réalité. Oui, mais moi, là, je ne parle pas de coopérative. Non, je parle, donne un exemple. Je parle de la politique d'habitat social de l'État. C'est différent de la coopérative. Je donne un exemple, oui. D'accord, de personnes qui ont bénéficié comment dirais-je, de logements sociaux au Sénégal. Il y a quelques années, ce n'était pas une réalité en France. On avait du mal. C'est une opportunité que les Sénégalais de la diaspora ont saisie en tout cas pour acquérir ces logements sociaux. Gratuitement? Donc, ben non, il n'y a rien de gratuit. À un coût... À un coût moindre, oui. À un coût moindre, l'État a aidé à subventionner une bonne partie de ces logements. D'accord. Très bien. C'est une information qu'on peut vérifier auprès des Sénégalaises basées en France. Très bien. La deuxième partie de votre programme, vous parlez tantôt d'une autre partie. Quelle est cette deuxième? Alors, pour la diaspora, oui. On compte mettre en place une banque de la diaspora. Ça, vous en parlez depuis plusieurs années. Moi, je n'en avais J'ai pas assisté parlé. à plusieurs rencontres du CCR. Je me souviens, les Bensi parlaient tout le temps d'une banque de la diaspora. C'était depuis 2013. Mais c'est une idée qui a été émise depuis longtemps. C'est vrai. Depuis Abdoulaye Wade. OK, ça engage Abdoulaye Wade. Je m'en souviens. Dans le programme de Amadouba, oui. L'idée, c'est de mettre en place... C'est la famille libérale, toujours. Une banque de la diaspora. Oui. Une banque de la diaspora qui va permettre aux Sénégalais basés dans la diaspora, donc à l'étranger, de participer, d'accord, comment dirais-je, au financement de l'économie sénégalaise à travers leurs investissements, à travers les transferts qu'ils font. Aujourd'hui, ça représente près de 10% du PIB sénégalais. Donc, une masse importante, au-delà même de l'aide au développement que le Sénégal reçoit ou des investissements directs étrangers. Donc, ce capital-là, il est important de le canaliser. Donc, l'idée de mettre en place une banque de la diaspora. En tout cas, c'est comment dirais-je, une idée sur laquelle nous nous engageons. Oui. Avant de parler de cette banque ou de ce capital, les Sénégalais de la diaspora sont souvent escroqués au niveau du Sénégal et ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Sur quel domaine? Dans tous les sens, dans tous les domaines. Sur le domaine foncier, sur pas mal de domaines en tout cas. Ils sont souvent escroqués, ils sont souvent victimes d'abus de confiance et malheureusement, ils n'ont aucun sein à se vouer. Cette banque justement, pourrait en partie, même si elle ne va pas permettre de tout résoudre. Et la justice dans tout ça. Mais elle pourrait en partie, en tout cas, sécuriser ces investissements des Sénégalais basés dans la diaspora. On parlait des logements. C'est le troisième volet. D'accord? Donc, j'ai anticipé tout à l'heure, j'ai parlé du logement. Mais c'est le troisième volet de ce programme. C'est faciliter justement l'acquisition de logements aux Sénégalais basés à l'étranger. Je vous ai dit qu'il y en a presque 1000 aujourd'hui qui en ont bénéficié. Je peux citer les femmes, les Sénégalais en France, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, vous pouvez vérifier, aux États-Unis, au Gabon, au Togo, au Bénin, c'est une réalité. D'accord? Et ça continue. L'idée, c'est que ça se poursuive parce que ça permet à nos compatriotes basés à l'étranger d'acquérir des logements en toute sécurité. Vous avez évoqué les cas d'escroquerie. Oui. Mais la justice sénégalaise, elle est là quand même, disponible pour porter ce genre de problèmes et les résoudre. S'il y a des Sénégalais qui ont été escroqués au Sénégal, la justice est là, disponible pour les écouter. Oui, alors nous allons parler toute autre chose, l'autosuffisance alimentaire. Henri, le Sénégal dispose des terres arables, de beaucoup de cours d'eau, du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais nous dépendons toujours de l'extérieur pour survivre. Mais cette dépendance a été fortement réduite. Il faut le reconnaître quand même. La dépendance en oignons, en pommes de terre, en riz a été beaucoup, beaucoup réduite. Certes, on n'a pas le 100% sur le riz. La pomme de terre, on n'est pas loin. L'oignon, on n'est pas loin. Aujourd'hui, les Sénégalais consomment leurs pommes de terre, leurs oignons. Une fois qu'on s'approche du stock final, qu'on donne la possibilité aux exportateurs d'exporter. Mais comment se fait-il C'est une belle avancée. Oui, mais comment se fait-il que l'oignon local est acheté au même prix que l'oignon importé et la pomme de terre aussi, idem? C'est des ajustements. Comment est-ce que ça peut s'expliquer? C'est des ajustements qu'il faudra faire à ce niveau-là pour inverser cette tendance. On est d'accord. C'est pour cela que je vous disais tantôt que
ou je ne l'ai pas encore dit peut-être, l'idée c'est de consolider les acquis qu'on a aujourd'hui et d'aller plus loin, plus vite et mieux. C'est ça notre credo. Plus vite, mieux et faire plus, j'allais dire, mieux et plus vite. Parce que j'ai évoqué le riz. On n'est pas très loin de l'autosuffisance. Il nous manque encore quelques éléments. On va y aller en facilitant l'accès, par exemple, à la terre pour la production, en poussant également, à travers une politique d'emploi, les jeunes à aller continuer à exploiter ce pan de l'agriculture sénégalaise. Et on va y arriver parce qu'on l'avait promis, on est à ça de l'objectif final. Donc, qu'on nous encourage, qu'on nous aide à y arriver. Et ne pas tout simplement dire que on n'est toujours pas autosuffisant sur le plan alimentaire, mais on a fait un bond considérable. Vous êtes là depuis 12 ans quand même. Oui. Les Sénégalais souffrent, vous le savez. 12 ans, mais il faut voir d'où on partait. Les Sénégalais sont fatigués. Le panier de la ménagère. Les Sénégalais, souffrent. Je vais dire tout simplement que le monde souffre actuellement. Je ne parle pas du monde, M. Barry. Je parle du Sénégal. On ne peut pas vivre quand même en autarcie. Le Sénégal fait partie du monde. Je parle du Sénégal. Oui. Je ne parle pas du reste du monde. Mais on ne peut pas parler du Sénégal seul. Vous avez été élu pour régler le quotidien des Sénégalais. On s'attelle à ça. Le panier de la ménagère. On s'attelle à ça. C'est la raison pour laquelle vous avez été élu. Et on a fait des actions. Pendant 12 ans, les Sénégalais continuent encore de souffrir. Mais les Sénégalais souffraient il y a 12 ans des problèmes d'électricité. Est-ce que les Sénégalais en souffrent encore? Non. Les Sénégalais souffraient il y a 12 ans de plusieurs problèmes liés à l'eau. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, ou en tout cas, même si on n'a pas tout résolu, ce n'est plus le même niveau. Même en termes d'assainissement, on a fait un bond considérable. Donc en 12 ans, on a réalisé beaucoup d'éléments qui ont permis quand même d'améliorer les conditions de vie des Sénégalais. On n'a pas dit qu'on a tout réussi. Non. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on sollicite à nouveau le suffrage des Sénégalais pour leur dire le président Macky Sall a fait ça. D'accord? Amadou Ba fait partie de l'équipe. Il sait ce qui a été réussi et ce qui manque. Élisez Amadou Ba, le 24 prochain, il va réaliser le reste. Plus, mieux et plus vite. Dans le domaine de la santé, qu'est-ce que vous proposez exactement? Dans le domaine de la santé, on a fait là également un bond énorme. Le nombre d'hôpitaux construits en 12 ans. La CEMU qui a été instaurée au Sénégal, elle n'est pas à 100% aujourd'hui d'enrôlement. Mais on est sur la bonne voie. Vous êtes à combien de pourcents d'enrôlement concernant la CEMU? Globalement, si mes chiffres sont bons, mais à vérifier, la dernière fois que j'avais vérifié, on était encore en deçà des 50%. Des Sénégalais? Il me semble. 50%? Non, j'ai dit en deçà. Ah d'accord. Moins. Oui, moins de 50. On est loin de ça. Mais il faut continuer les efforts dans ce sens-là. Enrôler le maximum de Sénégalais possible. Surtout la partie des Sénégalais qui sont dans l'informel aussi. C'est le nouveau challenge. On va continuer dans ce sens-là parce que c'est un bon système qui permet quand même de réduire le coût des médicaments, qui permet quand même de faire soigner beaucoup de gens qui, sans cette CEMU, n'auraient pas pu se soigner. On connaît comment dirais-je, le système en France qui permet aujourd'hui à n'importe quel Français, entre guillemets, de pouvoir se soigner. Ce n'est pas comparable au Sénégal. Oui, mais c'est une inspiration. Oui. Je ne dis pas que c'est comparable, mais on s'inspire de ce qui marche ailleurs aussi. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que le Sénégal vit dans le monde, existe dans le monde. Les Sénégalais vivent dans un monde. On regarde de l'autre côté ce qui marche, on s'en inspire. Les gens regardent chez nous ce qui marche et ils s'en inspirent. C'est comme ça qu'on travaille. Oui, on n'en disconvient pas. Mais ce n'est pas une raison de regarder de l'autre côté ce qui ne marche pas aussi pour dire que si ça ne marche pas chez nous, c'est normal. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement, attention, chers Sénégalais, il y a une cherté de la vie, c'est vrai, mais elle est en partie aussi liée au contexte mondial aujourd'hui. Très bien. Alors, nous allons à présent parler de l'éducation. Aujourd'hui, récemment, l'université était fermée complètement. Les étudiants ont rejoint les amphis il n'y a pas longtemps. Quelle est la politique que vous comptez mettre en place pour permettre aux jeunes Sénégalais d'étudier convenablement? Alors, l'éducation, ça fait partie de notre programme, effectivement, qui est sur l'axe qui est misé sur l'humain.
D'accord? Donc, éducation, formation professionnelle aussi. Parce que au Sénégal, vous en conviendrez avec moi qu'il y a quand même un problème aussi d'éducation supérieure lié au cursus même. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'adapter quand même et de revoir ces cursus-là pour qu'ils répondent mieux au marché de l'emploi. Ça, c'est une étape. Mais le Sénégal, aujourd'hui, a connu également des avancées considérables dans ce domaine. L'université à Diamniadio, cette université d'excellence, c'est une réalité, là également. L'université virtuelle ou numérique, également, les ENO, c'est une réalité au Sénégal. Donc, oui, il y a encore des difficultés, mais il y a également eu des avancées considérables. Même l'université Cheikh Anta Diop, où on connaissait quand même des problèmes comment dirais-je, de nombre pléthorique d'étudiants, ça a baissé par rapport à il y a quelques années. Le campus social s'est amélioré en termes de, comment dirais-je, de logement pour les étudiants. Il y a eu des facteurs intéressants. Oui, mais il y a eu des erreurs aussi, beaucoup d'errements de l'État, parce que beaucoup d'étudiants ont été orientés vers le privé, mais on a vu la suite. Ces étudiants, pour la plupart, ont été mis dehors parce que l'État n'avait pas payé la facture. Il y a eu des couacs. Les étudiants ont été orientés vers les UVS, ça ne marchait pas très bien, des problèmes de connexion à Internet, les cours ne fonctionnaient pas comme il fallait. Donc, il y a eu des couacs. C'est comme tout à l'heure quand on a évoqué le cas Air Sénégal. Il y a des couacs au démarrage, je l'avoue. Mais les ENO, il y a eu des pays africains qui sont venus chez nous pour s'en inspirer. C'est une des solutions, justement, d'avenir. Utiliser l'avancée technologique pour former des étudiants sans pour autant qu'ils aient à faire des kilomètres de chez eux. Donc, il y a eu des réflexions intéressantes, des idées intéressantes. Il y a eu des couacs dans la réalisation de ces idées-là. Oui. Est-ce que vous avez aussi travaillé sur... Oui, c'est des avancées quand même intéressantes. Les cursus scolaires, vous en parlez tout à l'heure. Est-ce que vous avez réfléchi aussi pendant ces 12 ans sur le cursus scolaire afin de permettre à ces étudiants de répondre aux opportunités du marché de l'emploi? Une des idées qui a été mise en place, c'est la formation professionnelle. On a beaucoup mis l'accent sur la formation professionnelle parce qu'au Sénégal, on avait l'habitude, de façon traditionnelle, que dès l'instant que quelqu'un a le baccalauréat, il va à l'université. Oui, l'enseignement systématiquement, général. l'enseignement général. Oui. Et s'il n'est pas orienté en sciences éco, allez, on le met en droit ou on le met dans un amphi pléthorique. Oui. Dès l'instant qu'il est inscrit, tant mieux. Le gars, le jeune étudiant, il est là, il ne comprenait même pas ce qu'il apprenait. Dès l'instant qu'il est à l'université, c'est bon. Il fait 1 an, 2 ans, allez, c'est fini. Oui. Aujourd'hui, on a quand même mis l'accent sur la formation professionnelle. Il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont choisi des filières courtes qui les intéressaient plus que d'aller faire des études générales longues. Oui. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire de telles études. Donc, réfléchir sur les cursus, oui, pour les adapter beaucoup mieux au marché du travail. Ça, c'est une idée qui est là et qui va être concrétisée, qui a commencé d'ailleurs à être mise en place, mais il faut accélérer là aussi. Alors, parlons des étudiants sénégalais à l'étranger. Il y a beaucoup de frustration, beaucoup d'étudiants. De quelle nature? Des problèmes de bourse et tant d'autres, j'en passe. Et est-ce que l'État est quand même en phase de permettre à tous ces étudiants de disposer d'une bourse d'études? Alors, on peut toujours faire mieux, j'allais dire. Mais quand même, les étudiants sénégalais à l'étranger peuvent se réjouir quand même d'être sénégalais. Oui. Ils peuvent se réjouir d'être sénégalais. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'Africains ici en France qui applaudissent quand même l'État sénégalais. Après, une fois, ne nous parlez pas des autres pays de l'Afrique. Non, c'est pour... Non, on parle du Sénégal. Vous qui nous comparez tout à l'heure avec la France, il est important aussi de se mesurer à nos frères africains. On parle Franchement, un étudiant sénégalais en France, soit il a la bourse, soit il a au moins une aide. Et en termes de logement, je remercie et je félicite au passage mon ami Moïse Sarr, qui a beaucoup travaillé dans ce sens-là lorsqu'il était ministre, parce que les étudiants sénégalais, quand même, aujourd'hui en France, comme je le disais, ils ont soit une bourse, vous en savez quelque chose d'ailleurs parce que vous les connaissez, soit une aide de l'État, et souvent, ils bénéficient d'un logement, quand même. Et même ces étudiants qui ne bénéficient pas d'un logement ou d'une bourse, lorsqu'ils arrivent en France et qu'ils sont dans une université où il faut payer maintenant 3 000 € ou plus, moi qui vous parle,
j'ai pu aider un étudiant à ne pas payer cette somme-là grâce à l'État du Sénégal qui a pris en charge à travers la coopération avec la France cette inscription. Donc, franchement, les étudiants... Un de vos militants ou non, un simple étudiant? Ça n'a rien à voir avec le militantisme, Ouais. franchement. C'est des Sénégalais, de jeunes Sénégalais qui nous sollicitent et qu'on aide. C'est normal, sans après problème. vous pêchez dans ces eaux-là. Non, c'est même pas péché. Ouais. C'est des jeunes étudiants. On est en France parce qu'on a aussi été étudiants en France. Donc, on sait un peu les difficultés que rencontrent ces étudiants. Mais le Sénégalais, étudiant en France, ne se plaint pas vraiment. D'accord. L'autre Sénégalais de la diaspora se plaignent parce que tout simplement, il y a beaucoup de Sénégalais qui décèdent à l'étranger et qui ont eu du mal à rapatrier les corps au Sénégal. Depuis 12 ans, vous n'avez pas trouvé de solution à cette problématique qui pèse sur la conscience des Sénégalais. Alors, moi, voudrais quand même là rectifier une chose. Ce phénomène, ou en tout cas ce problème, on l'a vécu lors de la Covid en majorité. C'est là qu'on a connu beaucoup de Sénégalais décédés. La Covid a bon dos, mais c'est bien avant la Oui, mais en tout cas, sur cette période quand même. Nous avons quand même vécu des proches, des amis qui font la quête pour rapatrier un ami, un parent, un proche décédé en France, en Italie, aux États-Unis ou un peu partout. Alors, là, l'État, je sais que l'État essaie d'aider, en tout cas, à travers ces consulats, basés un peu partout, où il y a des Sénégalais, pour les rapatriements de corps. Mais il est vrai qu'il faut que les Sénégalais aussi le sachent aujourd'hui, il n'y a pas un fonds dédié spécialement au rapatriement des corps. Il ne faut pas aussi qu'on raconte des histoires aux gens. De temps en temps, les consulats font des gestes intéressants pour aider les gens dans le rapatriement des corps. Mais ce n'est pas une politique étatique mise en place. Lors de la Covid, il y a eu des gens qui ont voulu eux-mêmes rapatrier les corps, mais le contexte sanitaire faisait que le Sénégal ne pouvait pas les accueillir. Il y a eu des frustrés, comme vous dites, mais il est important de leur rappeler que c'était juste lié à un contexte sanitaire mondial qui était très pesant. À l'époque, d'aucuns avaient dit au président Macky Sall, oui, il y a des Sénégalais, des étudiants sénégalais en Chine, il fallait les rapatrier au Sénégal. Imaginez un instant qu'au tout début, qu'on décida de les rapatrier au Sénégal et que la pandémie, comment dirais-je, arrivait à un niveau, voilà, un niveau catastrophique au Sénégal. Qu'aurait-on dit à Macky Sall à l'époque? Donc, je pense quand même qu'on a bien géré cette étape-là, malgré quelques difficultés liées au rapatriement et qui sont indépendants, franchement, de la politique sénégalaise en elle-même. C'était juste lié au fait que c'était quand même très risqué à l'époque, au tout début, parce qu'on ne savait pas grand-chose de cette maladie. Les plus grands spécialistes s'interrogeaient. Il y avait un débat. Oui. Donc, oui. Et un débat... Le principe de précaution a pris le dessus. Même au Sénégal, un débat qui s'en est suivi avec des rapports accablants de l'IGE quand même par rapport à la gestion des ressources financières liées à la Covid. Quel est votre ressenti par rapport à ça? C'est déplorable. Pour moi, la justice doit aller... doit faire son travail là-dessus. C'est déplorable que en ces périodes où des gens ont mis de l'argent pour aider l'État sénégalais à faire face à cette maladie, que certains se permettent certains actes vis-à-vis de cet argent qui a été amassé quand même. Oui. Donc que la justice fasse son boulot là-dessus. D'accord. Alors, nous sommes au dernier tournant de cette émission. Monsieur Barry, quelles sont les prochaines étapes de cette campagne électorale au niveau de votre coalition Amadou Ba? La campagne continue. Oui. Même pas plus tard qu'aujourd'hui, dans la journée, on a fait un point sur la campagne. Et demain, ça continue. Il y a certains de nos camarades qui n'ont pas pu assister à la réunion parce que tout simplement, ils étaient sur le terrain, dans les foyers. Et je pense tout de suite à nos amis qui étaient dans les foyers à Pantin, par exemple. Demain, ça continue. Et le vendredi, Inch'Allah, on compte faire, aller dans le 18e arrondissement. On a pris date vendredi dans l'après-midi pour se rencontrer, aller rencontrer les Sénégalais dans le 18e, échanger avec eux, leur présenter notre programme, le programme de notre candidat Amadou Ba, en paix vers la prospérité partagée, pour qu'il vote le 24 prochain pour notre candidat. D'accord. Cette année, peut-être vous êtes bien placé pour nous le dire,
Les Sénégalais de Paris voteront où exactement? Alors, il est prévu qu'on vote au niveau de la Villette, là où on avait voté pour les Les législatives. législatives. Oui. D'accord, porte de la Villette. Oui. Alors, votre dernier mot par rapport à cette campagne, à ce débat? Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion, en tout cas, de présenter notre programme aux Sénégalais de la diaspora. Que les Sénégalais de la diaspora, en tout cas, sachent que la diaspora est une partie intégrante de notre programme. J'ai évoqué quelques aspects ici, des points importants sur lesquels notre candidat propose des solutions à la diaspora. Donc, on appelle la diaspora à voter pour notre candidat Amadou Ba parce qu'il a l'étoffe pour diriger ce pays, il a l'expérience pour diriger ce pays et il a la générosité pour diriger ce pays dans la paix et pour une prospérité partagée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Amadou Barry. Il est le coordinateur de la stratégie politique du réseau international des amis et sympathisants d'Amadou Ba, membre de la convergence des cadres républicains de l'APR ici en France. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à Mamad Production. Merci à Babadem qui nous a beaucoup assisté pour la réalisation de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous un autre jour avec un autre représentant d'un autre candidat ou alors même, pourquoi pas, un autre candidat qui viendra peut-être à Paris malgré le temps qui nous est compté et le contexte aussi. Je ne sais pas si on aura l'occasion de voir Amadou Ba en France avant le 24 mars, peut-être bien, Monsieur Barry. Difficile. Ça va être difficile. Bon, on verra bien. En tout cas, merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous un autre jour avec un autre représentant ou même un autre candidat de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Au revoir et à bientôt.